Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Monsieur le gouverneur, dans mon discours est écrit Madame le gouverneur, Messieurs les présidents du conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Dakar, Messieurs les maires des 3 autres villes, notamment Rufisque, des villes de Rufisque et de Pikine, honorables élus locaux, représentants des collectivités du pôle territorial de Dakar, j'avais oublié d'ailleurs monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration territoriale, Messieurs les représentants des dignitaires traditionnels, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un moment important pour l'avenir de notre territoire et de notre pays. En effet, l'agenda de transformation que porte son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, repose sur une innovation stratégique majeure, qui est la territorialisation des politiques publiques. Ce choix stratégique signifie que le développement national ne peut plus être pensé de manière uniforme ou centralisée. Chaque territoire doit devenir acteur de son destin, valoriser ses forces, exploiter ses potentialités et contribuer pleinement à la souveraineté de notre pays. La territorialité devient ainsi un principe cardinal de planification et de gouvernance au service d'un développement plus équilibré, inclusif et durable. C'est dans cette vision que le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 a validé le modèle de gouvernance des pôles territoires. Il ne l'a pas validé de manière absolue d'ailleurs, puisque lors de ce Conseil des ministres, Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales avait présenté le modèle qui avait fait l'objet de pas mal d'observations, d'amendements, et le ministre doit nous revenir à l'issue de ces concertations qui permettent aussi de recueillir les observations, les avis et les amendements des acteurs sur le terrain pour une stabilisation définitive. C'est donc dans cette vision que le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 a entendu organiser reprendre la nouvelle organisation territoriale autour des pôles, chacun doté d'une structure qui pourra prendre l'appellation d'établissement public territorial ou de toute autre appellation que nous jugerons utile, et doté d'un organe sous forme de conseil certainement qui permettra d'assurer le pilotage. Cette décision du Conseil des ministres donc ouvre la voie à une gouvernance locale forte et résolument tournée vers l'avenir. Sur instruction du chef de l'État et sous notre supervision, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a engagé un cycle de concertation couvrant l'ensemble du territoire national et plaçant les citoyens et les acteurs locaux au cœur du processus de décision. Mesdames et messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui n'est qu'une étape de ce processus. Et le ministère a voulu démarrer par les 7 autres pôles et de terminer par le pôle Dakarou pour ce qu'il représente. Ces concertations ont débuté donc avec le pôle centre en février 2025, en présence du chef de l'État, qui y était pour les besoins de la journée de l'élevage, mais qui a pu en profiter
pour avoir des échanges avec les parties prenantes. Et ceci pour définir les axes d'un développement autonome, durable et résolument tourné vers l'avenir. Elles se sont poursuivies au mois de mars 2025 dans les pôles de Thiès, ensuite le pôle Diourbel-Louga, rassemblant élus locaux, acteurs économiques, sociétés civiles et citoyens autour des priorités stratégiques de ce pôle, de ces deux pôles. Le pôle Est a acquis les concertations en avril 2025, tandis que le pôle Sud et les pôles Sud et Sud-Est se sont tenus courant mai 2025, confirmant l'ancrage territorial de cette démarche. Enfin, le pôle Nord a été consulté quasiment à 2 reprises à Saint-Louis en juin 2025 et à Podor en août 2025. Vous observerez que nous nous sommes abstenus pour le moment de donner des dénominations aux pôles, puisque c'est un travail qui doit allier la prise en compte des spécificités économiques, mais également socioculturelles, et les concertations nous permettront de les déterminer. Ces ateliers qui ont réuni une large diversité d'acteurs, les élus locaux, comme je l'ai dit tantôt, les chefs de village, les délégués de quartier, les représentants des associations et la société civile, les acteurs économiques et les entrepreneurs, les citoyens engagés, les jeunes leaders, les femmes porteuses de projets, les techniciens, les experts et les représentants de l'administration territoriale ont permis, avec cette diversité, de garantir que les décisions prises soient réellement co-construites, pertinentes et légitimes, tout en reflétant fidèlement les aspirations, les besoins et le potentiel de chaque territoire et en renforçant l'appropriation locale des politiques publiques. Aujourd'hui donc, nous sommes au bout de ce processus avec ces concertations que nous ouvrons autour du pôle territoire Dakar, auquel revient l'honneur de clore ce cycle de concertation. Dakar est la capitale, le moteur économique et le carrefour international du Sénégal. Son développement exige vision, ambition et engagement collectif, car il impacte la dynamique de l'ensemble des autres pôles. Mesdames et messieurs, pour ce que j'ai développé tout à l'heure, vous remarquerez que nous avons 8 pôles. Et notre option, c'est d'arrêter de penser les autres pôles à partir de Dakar. Depuis 1960 jusqu'à présent, les pôles que nous venons de définir et le Sénégal de manière générale a été pensé à partir de Dakar, autour de Dakar, et j'allais dire peut-être même pour Dakar. Mais ça a été mal pensé et Dakar a été la première à en souffrir en réalité. Il faut sortir de cette logique. Nous avons 8 pôles, dont 5 pôles frontaliers. 5 de ces 8 pôles sont des pôles frontaliers. 5 autres de ces pôles sont des pôles côtiers. Et 3 de ces pôles côtiers sont également des pôles frontaliers, notamment le pôle sud, le pôle nord, notamment le pôle de Saint-Louis, qui sont en même temps des pôles frontaliers. Donc, nous devons aujourd'hui structurer la réflexion. Pour les pôles frontaliers, il faut qu'on les pense, qu'on les repense dans la perspective de jouer un rôle tampon avec les économies voisines. Je peux donner comme illustration le pôle sud, qui doit pouvoir aujourd'hui, avec le projet d'édification d'un port en eau profonde à Nikin, jouer un rôle dans le rayonnement sous-régional avec les 2 Guinées et certainement la Gambie, adossé à une zone économique qui pourra nous permettre d'implanter des unités industrielles et d'avoir l'ambition avec notre gaz de transformer au-delà de nos ressources naturelles, notamment le fer et la bauxite, de pouvoir
avoir l'ambition de capter et de transformer une partie des ressources de nos voisins. Il en est de même du pôle Nord, où les deux pôles, notamment le pôle Nord et le pôle Nord-Est, sont frontaliers également de notre voisin, la Mauritanie, avec lequel nous partageons des ressources naturelles importantes, pas seulement le gaz, mais nous partageons l'exploitation du fleuve, nous partageons des terres agricoles et certainement beaucoup de ressources forfaitières de part et d'autre, et énormément, j'oublie les ressources halieutiques, et donc nous devons pouvoir repenser ces pôles, les tourner vers la coopération avec nos pays voisins, sans oublier le rôle important qu'ils doivent continuer à jouer dans le rayonnement national. Pour les pôles côtiers, la théorie très chère au ministre de l'économie ici présent, effectivement, l'histoire récente et même ancienne a montré que les développements ont été impulsés généralement à partir des pôles côtiers qui ont pu développer des zones économiques spéciales avec l'accès à la mer. Et vous prenez un pays comme la Chine, ça s'est fait à partir des côtières, c'est maintenant que le travail de déploiement ou de redéploiement à l'intérieur du pays a commencé. Et donc, la combinaison de ces deux facteurs nous permettrait certainement de sortir de cette logique, de réfléchir à partir de Dakar, et peut-être pour Dakar, mais de réfléchir mal pour Dakar, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette situation que je vais décrire. L'autre élément important pour les pôles est à l'honneur de M. le ministre de l'économie, c'est la réflexion qui a été initiée pour faire de ces pôles-là également des acteurs d'une coopération renouvelée. On parle de coopération décentralisée depuis très longtemps. L'essentiel de cette coopération décentralisée est beaucoup plus culturel que tourné vers l'économie. Et lors de notre déplacement en Chine, l'idée a été émise de réfléchir à proposer une nouvelle forme de coopération, de jumelage entre les provinces chinoises et chacun des 8 pôles sur la base de critères économiques. Et ces discussions sont en cours. La partie chinoise étant très intéressée, on continue à en discuter et ça pourrait être répliqué avec d'autres pays pour faire de ces collectivités également des acteurs de coopération internationale, mais également des vecteurs diplomatiques extrêmement importants, d'échanges culturels, d'échanges politiques, d'échanges économiques. Dakar, donc, qui nous réunit aujourd'hui, qui pendant trop longtemps a grandi dans le désordre, ce qui en a fait une région saturée. Et je voudrais insister que quand on parle de Dakar, on parle de la région. Quand on parle du pôle, j'ai taquiné tout à l'heure M. le ministre en lui disant que cette déformation qui réduit Dakar au plateau et peut-être à la ville de Dakar pose problème. Nous parlons de la région de Dakar avec ces 3 villes, plus Keur Massar qui peut valablement mériter également ce statut. L'ensemble de ces communes d'arrondissement, c'est de ce Dakar que nous parlons, qui est aujourd'hui le pôle qui nous réunit aujourd'hui. Donc, l'agrandissement ou le développement de Dakar dans le désordre en a fait une région saturée, congestionnée, fragmentée. Trop de précarité, trop d'enclaves fermées, trop de potentiel inexploité. Et je me réjouis, lors des différentes expositions, notamment de notre sœur, qui a bien développé sur le potentiel économique de Dakar. Nous oublions que Dakar, ce n'est pas seulement Dakar urbain, c'est aussi un potentiel agricole avec la zone des Niayes. C'est un potentiel en matière de pêche, puisque c'est un pôle côtier. C'est un potentiel touristique extrêmement important, tourisme médical, tourisme religieux, tourisme culturel, mais c'est aussi cette volonté de le positionner, le pôle en tout cas, comme un hub industriel, mais également un hub logistique et un hub technologique, particulièrement en ce qui concerne les nouvelles technologies.
Les déséquilibres sont profonds donc. La croissance urbaine est devenue insoutenable, car Dakar, c'est 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% de la population du territoire national. C'est 100 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année. 45% de l'habitat est hors norme, sans plan, sans raccordement. Une congestion qui paralyse la productivité, une pénurie criante de logements, d'équipements et de mobilité. Tantôt, on a présenté les problèmes d'inondation comme étant liés à la nature du sol. Je ne pense pas beaucoup, parce que dans le temps, avant cette urbanisation sauvage, il pleuvait peut-être même plus à Dakar et on n'avait pas ces problèmes d'inondation. Il tombe pratiquement 1000 millimètres dans le sud du pays et seulement 400 à Dakar. On n'a pas d'inondation majeure dans le sud du pays. C'est la mauvaise urbanisation qui est à la base du phénomène que nous vivons. Et tout à l'heure, lors de l'exposé, il nous a été présenté ce qui se faisait du temps de la colonisation, avec les éléments illustratifs, les images notamment, et on gérait d'abord les questions d'assainissement, les questions de voirie, avant d'admettre les constructions. Ce qui n'est plus le cas, malheureusement, avec les quartiers sauvages, et même de plus en plus avec le phénomène des lotissements administratifs, où on laisse l'urbanisme, les impôts et domaines, le cadastre, piloter des lotissements, et chacun se débrouille après pour voir comment amener l'eau, comment faire l'assainissement, comment amener le courant. Et c'est pourquoi le président de la République a pris la décision ferme de mettre un terme à ce genre de pratiques. Et peut-être ça va commencer certainement sur son instruction avec Thiès Ville Nouvelle, où l'État se donnera les moyens, en collaboration avec les opérateurs privés, de gérer tous les aménagements en amont avant de passer aux constructions. Nous avons donc décidé de mettre un terme à cette situation qui peut porter le nom de situation anarchique et d'y mettre un terme définitivement. Dakar doit être digne d'une capitale. Donc ce modèle est arrivé à bout de souffle, il faut le dépasser. Dakar a besoin d'un choc d'organisation, d'un acte de refondation. C'est pourquoi le président de la République, en lien avec le gouvernement et sous l'impulsion directe de la nouvelle gouvernance souverainiste et patriotique que nous incarnons, a décidé d'un tournant historique. Je voudrais dire que Dakar Métropole, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une projection, futuriste, d'immeubles ou de gratte-ciel. Ça peut y contribuer, ce que nous avons besoin de faire. Peut-être que pour des besoins d'illustration, M. le ministre a présenté des maquettes, mais ce n'est pas ça, Dakar Métropole. Dakar Métropole, c'est plutôt l'ambition de la requalification et la restructuration de quartiers et de territoires, d'abord. C'est l'ambition ensuite de l'offre de logements neufs ou réhabilités conformes aux standards minimaux. C'est la construction d'équipements publics structurants. C'est la promotion de pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires. Dakar Métropole, c'est aussi un projet de résilience écologique et d'équité environnementale. C'est la création de grands parcs métropolitains, évidemment la réhabilitation de certains parcs comme Anne, comme Technopole, comme Keur Massar. C'est la réhabilitation du littoral contre l'érosion côtière. C'est le déploiement des mobilités douces, transports propres, les bateaux-taxis. On a présenté tout à l'heure un projet de téléphérique Dakar-Gorée. Dakar Ville Verte ne sera pas un slogan, ce sera une réalité végétalisée, respirable et vivable.
Le pôle de Dakar doit se réinventer pour demeurer un territoire résilient, attractif et capable de soutenir le développement national. Il ne s'agit pas seulement de penser la capitale comme une ville, mais comme un acteur central de la stratégie territoriale. Une métropole connectée et complémentaire aux sept autres pôles pour assurer équilibre, cohérence et souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, on ne bâtit pas un pays à partir d'un seul pôle. Et tant que le Sénégal n'aura pas réussi, je ne donnerai même pas l'exemple des pays connus pour leur développement depuis très longtemps, mais je parle des pays émergents, même sur le sol africain, tel que le Maroc. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire émerger plusieurs pôles, nous n'aurons pas été sur les voies du développement et nous n'empêcherons pas l'exode vers Dakar. Mesdames et messieurs, les prochaines étapes pour la finalisation du programme des pôles de développement sont définies avec clarté et précision. Il s'agit de la tenue des conférences interministérielles sur la territorialité pour harmoniser les politiques publiques et assurer une cohérence nationale tout en respectant les spécificités locales. Il s'agit de l'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation sur les pôles territoires. Je veux dire que toutes les idées qui ont été avancées et contenues dans les documents sont des documents encore en réflexion, en cours d'élaboration. J'ai donné le tempo, le départ qu'on a pris avec le Conseil des ministres et tout le reste du processus va être suivi. Et à la fin de ces travaux, Monsieur le ministre, sur la base de ce qu'il avait présenté en Conseil des ministres, ce qu'auront donné ces concertations, pôle par pôle, va nous faire la synthèse et ça nous permettra de réfléchir à la stabilisation du document. Donc l'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation va suivre après sur les pôles territoires qui donnera un cadre juridique solide, durable et garantira la légitimité de chaque pôle. L'arrimage de cette réforme à l'acte 4 de la décentralisation, afin de renforcer l'autonomie des collectivités, de rapprocher le pouvoir de décision des citoyens et d'assurer une mise en œuvre efficace et coordonnée des politiques publiques. Nous allons aller vers cet acte 4, puisqu'à l'état actuel de la réflexion, il n'est pas encore assuré que les pôles seront des collectivités territoriales. La suggestion qui a été faite d'en faire des établissements publics est un élément de réflexion. Mais ce qui est constant, c'est qu'il nous faut aller vers l'acte 4, parce qu'il y a ici beaucoup de maires présents. Moi-même, j'ai été maire pendant quelque temps. Et lorsque, avec le ministre Bala Moussa Fofana, nous avions pris la décision de coécrire un ouvrage sur la décentralisation, je lui avais dit, Monsieur Fofana, moi, la seule partie qui m'intéresse et dont je vais me charger, c'est celle qui va parler du financement de la décentralisation. Parce que le vrai problème, c'est celui de la viabilité financière des collectivités territoriales. On a parlé de transfert. Nous sommes l'un des pays, en tout cas sur les quelques modèles que j'ai à examiner, qui a le plus faible taux de transfert de l'État vers les collectivités territoriales. Nous ne sommes même pas encore à 5% de transfert, là où le Maroc, si je ne me trompe, a dépassé 20%. Et ce n'est pas étonnant que Casablanca, en tant que ville, puisse faire ce qu'elle fait et que Dakar ne puisse pas faire la même chose en tant que ville. C'est les grands enjeux de cette réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Ces étapes sont cruciales pour bâtir une gouvernance territoriale moderne, résolument participative et stratégiquement souveraine, capable de mobiliser les forces locales au service du développement national et d'assurer que chaque territoire contribue pleinement à la prospérité de notre pays. Mesdames et messieurs, l'heure est maintenant à la mobilisation, au dialogue et à l'inclusion. Je félicite, Monsieur le ministre, l'ensemble de ses collaborateurs et toutes les parties prenantes. La question de la décentralisation est transversale. On a parlé beaucoup
d'assainissement, d'urbanisation, Monsieur le ministre chargé de ces questions ici présent, ce n'est pas l'affaire seulement, quand on parle de centralisation, du ministre des collectivités territoriales. Mais quand on parle de pôle, ce n'est surtout pas l'affaire seulement du ministre, parce que les pôles ont une dimension économique, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, d'industrie.